la somme nulle. Alors, je ne suis pas très doué en mathématiques, mais un jeu à somme nulle, c'est un jeu où, mettons, s'il y a 100 euros sur la table, si moi j'en prends 80, ben, l'autre, il n'en reste que 20. Et si j'en prends 20, il en reste 80 à l'autre. Mais c'est vrai, c'est un jeu à somme nulle. Euh, on ne sait pas élargir l'assiette. Alors qu'on pourrait imaginer qu'une négociation est un jeu à somme non nulle, c'est-à-dire on peut augmenter le profit, qui ne sera pas forcément en argent, mais qui sera sous d'autres formes. Euh, euh, Peut-être je négocie une augmentation de salaire. Je peux pas, mon entreprise ne peut pas me donner ce que je voudrais, mais elle peut me donner ce qu'on appelle en France des RTT, des journées de récupération ou des journées de. Alors, RTT, c'est le terme, la définition m'échappe là, parce que je suis un peu fatigué ce soir. En tout cas, c'est des journées où je ne travaille pas et où je suis payé, quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas obtenu toute l'augmentation que je voulais, mais j'ai obtenu euh, quelque chose d'autre. Je me souviens une fois avoir négocié dans une entreprise où j'intervenais comme formateur et consultant. Et j'avais des formations de 3 jours, et après, elles sont passées à 2 jours. Et donc, j'ai rencontré la personne dont je dépendais en disant, voilà, sur 3 jours, moi, j'habite en Ardèche et j'ai 150 euros par mois de frais de transport, de frais de TGV. Donc, sur 3 jours, je pouvais les amortir. Mais sur 2 jours, je n'arrive pas à les amortir. Donc, je voulais qu'ils augmentent le tarif de mes journées d'intervention. Et on a discuté. La personne que j'ai en face de moi ne pouvait pas, euh, parce que son budget ne lui permettait pas. Mais finalement, en discutant, on a trouvé une solution auquel je n'avais pas pensé au départ et lui non plus. On l'a trouvé en négociant. C'était que je sois remboursé de mes frais de transport. Alors, je ne demandais pas de la rembourser avant. J'avais considéré quand j'avais quitté la région parisienne, c'était mon problème, ce n'était pas le problème de l'entreprise. Mais là, dans cette négociation, eh bien, on me payait mes journées d'intervention le même tarif, mais j'avais en plus 150 euros qui passaient dans un autre budget, qui n'était pas dans le budget salaire. Enfin, ce n'est pas des salaires, c'est des prestations. C'est des honoraires, ce n'est pas dans le budget honoraire, mais c'est dans le budget euh, transport. Et là, ça pouvait passer. Donc voilà, dans la discussion, si on ne se bloque pas, si on cherche à comprendre l'autre, on peut trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. Alors, pour chercher des solutions, quelquefois, ben, on peut faire chez MIBS donc des brainstorming. Donc, ça peut arriver dans certains cas. Élargir le champ des possibles plutôt que d'être enfermé et chercher à ouvrir, à trouver d'autres idées, d'autres pensées. Voilà. Élargir le gâteau, comme on dit, et toujours rechercher un bénéfice mutuel. Donc les différences créent les conflits, mais les différences peuvent aider à résoudre les conflits parce que on peut arriver à trouver des solutions parce qu'on n'est pas figé dans une position. Alors, certains disent que dans les solutions, il faudrait toujours avoir deux, trois solutions avant de, avant de choisir celle qu'on trouve la meilleure. Euh, c'est intéressant. J'avais lu une interview du directeur général d'un grand groupe, grande surface française, un grand groupe d'alimentation et autres, et il disait, j'ai appris à négocier avec mon prédécesseur avec avant chaque négociation, la veille ou même les jours avant, il imaginait toutes les possibilités possibles, toutes les options possibles avant de faire son choix sur une, deux ou trois. Je crois que j'avais mentionné la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, quand on avait fait une formation, que quand j'avais travaillé avec les Américains, j'avais appris à travailler avec un plan A, un plan B, un plan C. Alors, c'était pour autre chose, hein, puis c'était une campagne d'évangélisation par satellite. Donc, prévoir si le signal satellite ne passe pas ou si la parabole est abîmée, bon, on a un plan B, mais si ce plan B ne marche pas, on a aussi un plan C, etc. Donc, on avait toutes les solutions possibles.
Donc, ce n'est pas une négociation, mais c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai appliqué après dans des négociations et autres, c'est-à-dire toujours avoir deux, trois options et ne pas arriver en disant je pense à une seule chose et puis l'autre va l'accepter. Et puis s'il n'accepte pas, ben, je ne sais même pas quoi faire, quoi. Je me sens bête. Voilà. Et il peut arriver que la solution finale soit éloignée de chacune des propositions initiales. Ben, ça veut simplement dire que le dialogue a été créatif. Voilà. Donc la négociation, voilà, non, ça c'est une erreur. Alors, on arrive maintenant, là c'est plus une erreur, cette page qui s'affiche, c'est décider à partir de critères objectifs. Donc, de un, je prends en compte l'interlocuteur, je suis en position plus plus, c'est quelqu'un, si c'est un chrétien avec qui je négocie, c'est un frère en Christ, etc. Donc voilà. La deuxième chose, je cherche non pas à, à imposer ma position, ma position de principe, mais je réfléchis sur des intérêts communs qu'on peut avoir et des intérêts qui n'apparaissent pas à première vue, mais qui sont là, et ce sont eux qui me motivent vraiment. La position, elle est là, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est les intérêts qui sont derrière. Euh, la troisième chose, on vient de la voir, c'était les solutions. Et maintenant, on arrive aux critères. Alors, c'est très important, les critères. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je faisais mon service militaire, on a lu dans les journaux que un accord avait été fait. Alors, mon service militaire, je l'ai fait dans un service de recherche et de sauvetage dans l'aviation. Donc, quand un bateau coulait ou un avion s'écrasait, soit en montagne, soit dans la mer, on décollait du sud de la France et on allait à l'endroit où on pensait que le bateau avait coulé ou l'avion s'était écrasé. Et à partir de là, on faisait des cercles concentriques ou des carrés, mais toujours réguliers, pour à partir de ce point-là chercher les survivants. Et donc, un accord avait été signé, on l'avait vu dans les journaux, entre la France et le Sénégal, pour que, en permanence, pour éviter que ce long trajet entre le sud de la France et l'Afrique, euh, pour quand il y a des avions qui s'écraseraient en Afrique ou des bateaux couleraient, qu'il y ait une base en Afrique qui serait à Dakar, au Sénégal, et à partir de là, nous pourrions être plus rapidement sur un lieu d'intervention. Et on l'avait lu dans les journaux, et l'armée française étant ce qu'elle est, dans la semaine qui suivait l'article dans le journal, tous les équipages, on nous a fait le vaccin fièvre jaune. Très bien. On était prêt à partir. Et on n'est jamais parti. Parce que ceux qui avaient négocié, pourtant c'était un niveau très haut, au niveau politique, au niveau de État à État, ils n'avaient pas défini des critères objectifs. Et entre autres, ils n'avaient pas défini qui payerait euh, les frais de carburant, qui payerait les, les équipages, où ils seraient logés, etc. Tous ces critères objectifs n'avaient pas été définis. C'était les grandes lignes qui avaient été définies, mais il n'avait que des grandes lignes. Il n'était pas entré dans les détails. Et le gouvernement sénégalais a dit, eh ben, ça, c'est les Français. Le gouvernement français a dit, eh ben non, nous, on a déjà notre base à Toulouse, en France. Donc là, c'est en Afrique, donc c'est à vous de vous débrouiller, etc. Et finalement, ça n'a jamais abouti. Donc voilà, c'est un exemple. Je vous donne cet exemple parce que je l'ai vécu. J'allais presque dire dans ma propre chair, parce que je me souviens encore du jour où on m'a fait la fièvre jaune. C'était d'ailleurs pas douloureux du tout. Euh, et ça m'est toujours resté en tête ce manque de critères objectifs. Alors là, comme c'était fait pas pour une église, mais pour des managers dans le monde de l'entreprise, ce slide, vous voyez, dans le monde de l'entreprise, où ça peut être la durée d'un contrat, le prix maximum, performance d'un matériel, conditions de financement, le service après-vente, garantie, fourniture de pièces détachées, réparation des bénéfices, etc. Alors, vous voyez, ce critère aussi est intéressant pour le mettre en lien avec les intérêts. Par exemple, on a vu la position. On peut avoir une position en disant, voilà, mon produit, je le vends à tel prix, hein. Et puis l'autre en face, il dit, ah non, c'est trop cher, etc. Mais si je creuse les intérêts et je cherche des solutions, je peux arriver à dire, par exemple, bon, ben oui, je ne peux pas vous le faire moins cher que ça, mon produit. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est
1 année, 2 années, 3 années de service après-vente. C'est ça qu'on appelle sortir du jeu à somme nulle et passer au jeu à somme non nulle, c'est-à-dire que je ne reste pas simplement, c'est l'installation d'un, je sais pas, d'un réseau informatique, je ne sais pas combien ça coûte, je dis n'importe quoi, 100 000 euros, je ne sais plus combien ça coûte aujourd'hui. Euh, je dis passer ça, et puis c'est ça où c'est fini, hein, c'est à prendre ou à laisser, et l'autre pareil de son côté. Mais on entre dans une négociation, dire voilà, ben, je ne peux pas vous faire moins, mais par contre, là où je peux agir, c'est dans le service après-vente, c'est pour les pièces détachées, c'est pour l'entretien pendant 2 ans, 3 ans, vous saurez, quelqu'un qui viendra vous faire le service après-vente, etc., quoi. Voilà. Alors, maintenant, concrètement, dans ma négociation, parce que là, on a vu les grands principes, et c'était bien de voir les grands principes. Maintenant, je suis sur le terrain, demain matin, vous devez faire une négociation avec quelqu'un. Donc, vous dites, bon, je vais me mettre en plus parce qu'il faut que il faut que je sépare la personne de l'interlocuteur du problème, les intérêts, les solutions, les critères, OK, mais comment je vais me débrouiller? Ben, d'abord, on va y avoir l'introduction, c'est-à-dire salutations, bonjour, comment ça va, etc. Peut-être parler de choses et d'autres avant d'aborder le sujet qui nous préoccupe. Voilà, donc, et penser à Abraham qui se levait, qui s'inclinait, voilà, il y a des choses qui sont codifiées et qu'il faut respecter. Si je rencontre quelqu'un pour négocier, je ne vais pas lui sauter à la gorge pour tout de suite parler du problème. Non, c'est un être humain, on va parler de choses et d'autres, peut-être je vais prendre des nouvelles de son entreprise, de sa famille, enfin bon, chacun fait comme il veut, mais voilà, toute une période de salutation, de prise de contact. Et puis ensuite, il va y avoir une phase de, et dans cette introduction, on va rappeler peut-être pourquoi on est là. Ben voilà, je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer parce que nous devons aborder la question de telle et telle chose, quoi. Euh, on m'a prêté une église, un bâtiment, et puis à la réunion du groupe de jeunes, ils ont, je sais pas, cassé la sono de l'église, où il y a eu des dégradations, voilà. Voilà, ben, on va dire, on va négocier. Donc voilà, on se rend compte là parce que vous nous avez prêté le bâtiment et il y a eu, bon, on n'a pas fait attention, le groupe de jeunes était là, le responsable était malade, il n'a pas pu venir et bon, nous avons conscience qu'il y a eu des dégradations, etc. Et puis il faut voir comment résoudre ce problème. Donc j'ai salué, j'ai rappelé pourquoi on était là. On sait, on sait pourquoi on est là maintenant. Ensuite, il peut y avoir une phase de compréhension, c'est-à-dire on va chercher à se comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, Poser des questions, écouter. Alors c'est là qu'on va poser les questions comme quoi, qui, où, mais je crois que je l'ai mis au slide suivant. Bon, je ne sais pas, bon, on verra. J'avance avec celui-là. Quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Bon, il y a toute une phase de comprendre l'autre, comprendre sa position, euh, etc., etc. Et une fois qu'on a bien compris le problème de l'autre et qu'on espère qu'il a bien compris le nôtre, eh bien, on va discuter. On va commencer à proposer des solutions. On va commencer à discuter pour trouver des solutions ensemble. Et si, euh, et si par exemple, si je reprends l'exemple de mon réseau informatique, 100 000 euros, et si je vous fais une réduction de 10%, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous accepteriez de travailler avec nous? Ou alors est-ce que je vous fais le paiement en 4 fois, tous les 6 mois? Voilà. Est-ce que à ce moment-là, vous accepteriez? Voilà. Toute la discussion va se faire pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes pour les deux parties. Euh, Bon, mettons que le pasteur de l'église qui me reçoit ne veut plus, il dit, ouais, vos jeunes, ils ont tout cassé, etc. Dans la discussion. Bon, et si nous vous achetions une nouvelle sono, est-ce que vous accepteriez que nous continuions d'avoir nos cultes chez vous, nos réunions de jeunes? Là, nous serons vigilants à ce qu'il y ait toujours un adulte avec eux, etc. Donc la discussion va se faire sous cette forme-là.
Et puis après, il faut prendre la décision. Et on a vu, c'est là qu'il faut des critères, décision. Et voilà, donc la décision, ce sera, si c'est pour acheter de nouvelles sonos, que ce soit fait, mettons, dans le mois. Si c'est bon, un service informatique, un réseau informatique, voir les délais dans lesquels il sera installé, etc., etc. Et puis ensuite, c'est la conclusion. Donc, on se serre la main, et on se congratule et on manifeste notre satisfaction d'avoir travaillé ensemble. Et si on n'a pas réussi à faire la négociation, ce qui peut arriver, il n'y a rien de grave. On, on essaie toujours de conclure de façon positive en disant, bon, je regrette qu'on n'ait pas pu faire affaire cette fois-ci, mais rien n'est perdu. J'espère que nous aurons encore l'occasion de travailler ensemble et que là, on trouvera des solutions mutuellement satisfaisantes. Comme disait quelqu'un, il ne faut jamais insulter l'avenir, donc on va toujours terminer de façon positive. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc voilà, j'avais oublié que j'avais ce slide, donc euh, je vous ai déjà tout dit. Alors, il reste quelques minutes pour parler maintenant médiation. Bon, on a beaucoup d'éléments. Dans la médiation, on va retrouver. Alors, je vais peut-être enlever le partage d'écran. Voilà. Ah, il n'y avait pas de partage d'écran, hein? Pardon? Il n'y avait pas de partage d'écran. Ah Mais du coup, bon? on était accrochés, quoi. Ah, ouais. Ah, Ah, c'est formidable, alors. je suis vraiment désolé. Je suis vraiment Non, désolé. mais c'est sympa, plutôt. Donc, Il fallait me le dire, hein. Il fallait me le dire. Je suis vraiment désolé. Bon, d'accord. Bon. Euh, donc là, on arrive à la fin. Donc, bon, c'est sûr qu'on va retrouver les mêmes éléments dans la médiation que ceux qu'on a trouvés dans la gestion des conflits et dans la négociation. Ce sera toujours, et je l'avais déjà dit tout à l'heure, être en position plus dans le rapport avec l'autre. Mais quelle est la différence entre médiation, conciliation et arbitrage? C'est ça qui est important. Alors, dans la médiation, deux personnes font appel à vous ou à moi parce qu'elles ont un problème, elles ont un conflit et elles demandent de l'aide. Dans la médiation, je viens, mais l'aide que je vais leur apporter, ce sera ma présence. C'est-à-dire qu'il y a un tiers qui va les aider à se comprendre eux-mêmes. Donc, ces intérêts profonds dont je parlais, c'est eux qui vont les trouver. Je vais les aider à trouver ce dont ils ont besoin. Voilà. Mais moi, je ne le sais pas. Une fois, j'ai dû faire une médiation. C'était la première fois que j'en faisais une, d'ailleurs. Je crois que j'ai très bien réussi. Je n'ai pas forcément réussi aussi bien les autres, mais celle-là, je l'avais très bien réussi, me semble-t-il, avec le recul du temps. C'était une productrice d'émissions de télé et un journaliste. Et le journaliste avait écrit un article méchant contre une émission de télé de cette productrice. Et pour certaines raisons, ils avaient fait appel à moi. Et mon travail, enfin, ce que j'ai fait simplement, je les ai fait parler. Et alors, j'étais très directif sur le processus. Donc, mettons que la productrice s'appelle Charlotte et mettons que le journaliste s'appelle Roger. Je disais, bon, Charlotte, comment as-tu ressenti les choses? Donc, question ouverte, pas une question fermée, hein. Elle ne pouvait pas dire oui ou non, elle était obligée de s'expliquer. Voilà. Et Charlotte a parlé. Et à un moment donné, j'estimais que c'était suffisant. Je me suis tourné vers Roger. Je dis, ah non, d'abord, une fois que Charlotte, j'ai estimé qu'elle avait parlé suffisamment, je dis, bon, Charlotte, si je comprends bien, vous voyez, je fais la reformulation, si je comprends bien, cet article t'a blessé pour telle et telle raison. Elle dit oui. Là, je me tourne vers Roger, le journaliste. Je dis, toi, Roger, pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ces choses dans cet article et comment tu réagis face à ce que vient de nous dire Charlotte? Et là, je l'ai fait parler. Et Charlotte, je ne lui permettais pas d'intervenir. Il ne fallait pas qu'elle coupe la parole, parce que sinon, elle serait disputée devant moi, hein, surtout qu'il y a la passion. Donc, je dis, maintenant, à toi, c'est à toi de parler. Et je l'ai laissé parler. Quand il a fini de parler, j'ai reformulé. Ah bon, tu as fait ça pour telle et telle raison, etc. Bon, toi, Charlotte, euh, comment tu réagis à ce que vient de nous dire Roger? Et ça a duré 2 heures comme ça, mais à la fin,
il y avait la réconciliation entre les deux et le climat était apaisé. En plus, j'ai utilisé une technique en, en PNL. PNL, ça signifie programmation neurolinguistique. C'est une méthode de communication, quelquefois un peu manipulatrice, mais bon, qui est intéressante dans certaines situations. Et dans cette méthode, on utilise ce qu'on appelle la synchronisation. C'est-à-dire, quand je parlais à Charlotte, j'imitais un peu son comportement, son attitude. Mettons que Charlotte parle en mettant sa main au menton, et bien quand je me tournais vers elle, je dis, bon, Charlotte, que penses-tu de ça? Ou quelle est ta réaction? Et puis quand je me tournais vers Roger, je me synchronisais sur Roger. Admettons qu'il ait les bras croisés, eh bien, avec Charlotte, elle n'avait pas les bras croisés, donc je ne les croisais pas, mais quand je me tournais vers Roger, je croisais les bras. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça, c'est une façon de communiquer par le non-verbal. Et si Roger parlait un peu longtemps, donc j'avais les bras croisés, mais comme Charlotte, elle était comme ça, de temps en temps, même en écoutant Roger, je pouvais me mettre comme ça. C'était une sorte de communication non verbale entre les personnes. Alors, on a fait des tests là-dessus, parce que la programmation linguistique, elle nous dit ça, mais elle ne le prouve pas. Mais j'ai vu des études qui ont été faites en France par des psychologues. Et quand ils prenaient des acteurs pour écouter des gens, et quand l'acteur se mettait dans la même position que la personne qui parlait, après coup, dans le débriefing, la personne disait: Ah, je me sentais très très bien écouté par ce monsieur ou par cette dame, etc., parce qu'ils s'étaient synchronisés. Donc, dans cette médiation, ce que je faisais, écouter, poser des questions, reformuler, et en même temps bien maîtriser le processus. C'est moi qui donnais la parole à Charlotte, c'est moi qui donnais la parole à Roger. Et en faisant ce va-et-vient, petit à petit, le conflit a diminué et ça s'est apaisé. Donc voilà, ça c'est la médiation. Je n'ai pas mon avis. J'aide les personnes à trouver leur propre solution, leurs propres critères de réconciliation ou de... Ça peut être dans tous les domaines, quoi. Dans la conciliation, c'est quand les gens n'arrivent pas à la médiation, je vais intervenir en, en écoutant l'un et en écoutant l'autre, et je vais rapprocher les points de vue. Vous voyez la grande différence. Médiation, je ne rapproche pas les points de vue, ceux qui parlent. Je les aide à se rapprocher eux-mêmes dans leur point de vue. Je les aide. Mais moi, je les fais juste parler. Dans la conciliation, c'est moi qui vais dire, ah bien, après avoir écouté, mettons, Charlotte ou Robert ou Jocelyne ou n'importe qui, je pense que vous pourriez peut-être accepter ça. Vous voyez, je vais proposer des solutions. Donc, c'est ce qu'on appelle la conciliation, où je vais prendre des éléments des uns et des autres, dire, ben, je vous propose, moi, de faire telle et telle chose. Il accepte ou il le refuse, mais en tout cas, je fais faire ce travail de conciliation. Et enfin, il y a l'arbitrage. Et dans l'arbitrage, eh bien, je vais trancher. Donc, je vais être comme un juge, en disant, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Euh, voilà comment on va faire. C'est Salomon qui dit, bon, ben, coupez l'enfant en deux. Et puis, quand la femme, la vraie mère de l'enfant dit, non, 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 mon Seigneur, donnez-le à la femme, je préfère qu'il soit donné à quelqu'un d'autre, mais qu'il soit vivant. Là, Salomon fait un arbitrage, il dit, bon, ben, c'est elle la mère et c'est à elle que vous donnerez l'enfant. On ne discute plus, il n'y a plus de discussion possible. Il y a un arbitrage, c'est comme une décision de justice. Et dans l'Église, bon, dans la SEFE, certaines églises ont mis qu'en cas de conflit, elles feraient appel à la médiation de la SEFE. Et je trouve ça très très bien, quoi. La SEFE est fait pour ça. Mais si la médiation ne marche pas, je pense à un cas d'une église qui travaille aussi avec d'autres organismes, ce qui est prévu, c'est que si la médiation ne marche pas, eh bien, les différentes personnes, la paroisse et les organismes avec lesquels elles travaillent, fassent appel à l'arbitrage de la Fédération protestante de France. Donc, vous voyez les étapes. La première étape, bon, d'abord, c'est travaillez bien ensemble, ne vous fâchez pas. Mais s'il y a des conflits, la SEFE est là pour vous aider à faire une médiation. Et si cette médiation, vous la refusiez, ou si, en dépit de l'aide qu'on vous apporte, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord,
à ce moment-là, vous soumettez à un arbitrage qui serait celui du président de la Fédération protestante. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, il reste encore quelques minutes. Je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir quand je fais des médiations parce que je trouve que c'est formidable d'aider des gens à communiquer. Et au départ, ils ne sont pas d'accord. Et simplement parce qu'il y a un tiers, petit à petit, euh, leur point de vue se rapproche sans que soi-même on les influence, quoi. Ils s'influencent eux-mêmes. On les aide simplement à mieux communiquer. Je trouve ça formidable. Pas de questions? Ah, alors, je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve dans le livre de Frédéric Rognon, qui a écrit un livre sur les conflits en Église, et je vous le conseille. Et j'ai trouvé l'anecdote délicieuse. C'était un propriétaire et un locataire qui, bon, le locataire n'avait pas payé ses loyers, donc il y avait un conflit. Et ils avaient demandé une médiation. Et le propriétaire, je ne sais plus, peut-être ne parlait qu'italien, et le locataire parlait français et italien, mais le médiateur lui parlait que français. Donc, dans le conflit, quand l'un des deux parlait en italien, l'autre qui était dans le conflit devait traduire pour le médiateur, tout simplement. Et finalement, l'affaire s'est résolue sans même que le médiateur ait à intervenir, parce que la personne qui traduisait, tout en traduisant finalement, ça a permis de résoudre le conflit. Comme quoi, on était dans le malentendu et tout ça. Et le fait d'avoir fait l'effort, et qui est seulement une personne tierce, mais à qui il fallait traduire ce qui se passait, ces deux personnes qui étaient en conflit, finalement, se sont réconciliées simplement parce que l'un des deux devait traduire pour une troisième personne. J'ai trouvé ça délicieux en lisant ce livre, quoi. Voilà, j'ai terminé, moi. Ok, bah, merci beaucoup, hein, Pasteur Cêtre. Et merci encore pour. Alors, il y a une question qui vient de tomber. Emmanuel, pardon, Herman. Donc, le médiateur est-il un supérieur hiérarchique? Ah non, pas du tout. Plus il est neutre et mieux c'est. Donc, il vaut mieux trouver quelqu'un. Quelquefois, on peut trouver des gens extérieurs à l'entreprise. Voilà. Il- je pense qu'il vaut mieux que faire appel à des médiateurs, entre guillemets, professionnels, même s'ils ne sont pas rémunérés, mais des gens qui ont une expertise, plutôt que si c'est un hiérarchique, ça risque de fausser les choses, quoi. Si on ne peut pas trouver mieux. Beaucoup de supérieurs hiérarchiques, quand deux salariés ont des conflits, beaucoup de managers deviennent médiateurs, hein. Ça peut arriver aussi, quoi. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Dans l'exemple du propriétaire et du locataire, vous voyez, le médiateur était complètement neutre et finalement, les deux autres ont réussi à se débrouiller tout seuls. Donc, on peut très bien se débrouiller sans supérieur hiérarchique. Autre question ou on termine, je ne sais pas. Pasteur Jérôme. Oh oui, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Et déjà que nous vous disons merci pour tout ce temps. Nous avions eu pendant quatre séances, hein, waouh. C'est ça? Et puis là, ça trouve que voilà, on sent quelque peu la fatigue. Et puis merci pour tous ces efforts, Pasteur Christian. Et merci encore pour ces leçons, qui sont très pratiques d'ailleurs, hein. Et c'est quelque peu pratique, hein, que ça soit venu à la fin de l'année. Donc, nous allons prendre les vacances avec ces notions dans l'esprit, dans la tête. Voilà, donc nous disons merci à tout le monde. Nous n'allons pas vraiment vous garder. Normalement, j'allais faire un petit commentaire. Comme je l'ai dit tout au début, c'est le dernier cours, hein, de l'année. Nous avons commencé depuis le mois d'octobre et nous voici pratiquement à la fin. Et il est normalement pour tous ceux qui veulent valider, il y a voilà, des travaux à faire. Donc, je viens d'envoyer, pour ne pas faire beaucoup de commentaires, je viens d'envoyer dans le groupe, le groupe
des membres des étudiants, enfin du moins ceux qui veulent valider. Dans le groupe, je viens d'envoyer les travaux à valider, donc vous aurez l'occasion de les voir et puis poser des questions en plein groupe et puis je saurai répondre. Et puis, je voulais juste revenir sur une petite annonce. Vous savez que le 1er juillet, nous avons à Rabat une rencontre, une rencontre de fin d'année, une petite activité pour voilà, clore l'année. Donc, ça sera à Rabat, ça sera le 1er juillet. Et normalement, l'espace de Rabat veut que, enfin, nous avons pris une salle, Al-Muafaka, l'espace veut que nous nous limitions à 2 délégués par paroisse. Enfin, nous supportons 2 délégués par paroisse financièrement. Maintenant, si ça trouve que vous voulez nous rejoindre, voilà, les portes seront ouvertes. Donc, j'y reviendrai, j'enverrai un message dans le groupe, j'enverrai un message chez les responsables des paroisses, les présidents de CP et puis les pasteurs. Donc, nous allons finir, nous allons prier pour nous libérer et j'y reviendrai dans les petits messages via WhatsApp. Et voilà, est-ce que je vois le frère Pierre admis, c'est la fin de l'année quand même, donc le vice-président de l'EAM. Donc, est-ce que frère Pierre admis, vous avez 2-3 mots à dire déjà pour remercier tous ceux qui ont participé, hein, l'auditoire, et aussi le pasteur Christian. Et juste à la fin, le pasteur Clément rendra grâce à Dieu. Est-ce que le docteur Admi est là? Bonsoir, pasteur Jérôme. Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur Christian. Bonsoir. Très content hein, de vous écouter encore ce soir. Bon, le pasteur Jérôme veut me faire manger un piment ce soir à 22 heures. Merci beaucoup, cher pasteur Christian. En tout cas, c'est toujours avec plaisir hein, que nous vous écoutons. Hein. En tout cas, merci pour votre disponibilité hein, à accompagner l'Église évangélique au Maroc depuis bientôt une décennie. Hein, voilà, dans le cadre des activités, hein, des travaux de la commission exécutive, le synode, et depuis l'année dernière avec cette formation en tout cas. Recevez nos chaleureuses, sincères, mais en même temps fraternelles salutations, hein, les salutations de toute l'Église, hein, Église évangélique au Maroc, mais en même temps les salutations et remerciements de l'ensemble des étudiants qui ont eu le plaisir hein, de vous écouter depuis voilà, quelques semaines avec ces 4 séances que nous avons eues avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci au pasteur Jo aussi, hein, voilà, qui nous met en contact, qui met l'ensemble des étudiants en contact avec d'excellents professeurs.